Tous ici au Casino Barrière, la grande famille du fil, et je dois dire même une famille élargie cette année, 3 ans après la dernière édition, élargie parce que vous êtes de plus en plus nombreux, 400 inscrits au fil 2021 sur les 2 jours, plus de 150 personnes sur le digital, et je salue d'ailleurs celles et ceux qui nous regardent sur la plateforme. Voilà, alors, quelques informations pratiques. Vous avez reçu un mail, tous et toutes, avec votre badge ce matin. Sur ce mail, vous avez un lien pour retrouver le Wi-Fi du Casino Barrière. Également, télécharger une web app sur laquelle vous pouvez poser vos questions, chatter, commenter. Et puis pour ceux qui sont ici au Casino Barrière, vous aurez la possibilité, on est entre nous, de poser vos questions en direct. Il y a des hôtesses qui vous passeront le micro. Voilà, n'hésitez pas, vraiment c'est un lieu d'expertise, d'information. Le fil, c'est dans son ADN, mais c'est aussi un lieu d'échange, de débat. Donc n'hésitez pas à intervenir, on est là pour ça. Sans plus attendre, je vais vous demander d'accueillir Monsieur le Préfet de la région Hauts-de-France, Monsieur Georges-François Leclerc. Merci, Monsieur le Préfet, d'être avec nous. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Rodolphe Delaunay, pour votre invitation. Et merci aussi pour l'initiation à la construction automobile à laquelle vous avez procédé il y a quelques jours. Je dis l'initiation à la construction automobile, c'est une manière de vous dire 2 choses. D'abord, que je connais la construction automobile à travers le rôle essentiel de certaines entreprises, de certaines PME françaises, dans un autre département que j'ai eu le bonheur d'administrer, qui est la Haute-Savoie. Et si je suis ici en ma qualité de préfet de la région Hauts-de-France, pour vous dire que ce pays et que cette région Hauts-de-France, qui apporte une contribution majeure à l'histoire industrielle et à l'industrie actuelle, et si le principal message que j'adresse à cette Assemblée est qu'il fait bon travailler dans cette région et qu'il fait bon y investir, je ne saurais oublier la contribution très importante de la Haute-Savoie et notamment de la vallée de l'Arve, parmi les grandes régions industrielles françaises, dans lesquelles il y a une vraie culture industrielle, dans lesquelles il y a un vrai savoir-faire, tout comme dans les Hauts-de-France, dans des registres parfois différents, qu'il me soit permis de saluer ceux qui viennent de Haute-Savoie et qui contribuent à ce que la France a une contribution majeure dans l'industrie, notamment sur la filière automobile, que ce soit à travers les composants, que ce soit à travers les fournitures, la sous-traitance et finalement l'assemblage. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'ouvrir aujourd'hui cette 4e édition du FEAL, ou du FIL, et d'accueillir ici à Lille de si nombreux et éminents représentants de l'industrie automobile européenne, au cœur des Hauts-de-France, première région française de production de véhicules. Dans cette région, plus de 50 000 salariés qui ont un savoir-faire, une culture du travail et une culture industrielle reconnue contribuent au rayonnement de cette filière industrielle au sein de 7 sites des groupes, et des groupes très importants, Renault, Stellantis et Toyota, ainsi que 400 fournisseurs, sous-traitants et centres de développement. Donc pour ceux qui viennent de loin, et que je salue, que vous veniez de France ou d'autres pays, sachez qu'il fait bon travailler, qu'il fait bon investir dans la région Hauts-de-France. Cet ensemble des équipementiers mondiaux et des PME est fondamentalement compétitif. Un mot sur ce qui nous rassemble, sur le FEAL. Avec plus de 200 participations aujourd'hui, le FEAL confirme son intérêt au niveau international et participe à l'attractivité de notre région. Il témoigne de la dynamique conduite au quotidien par l'ARIA en faveur de la filière. Et je tiens à vous en remercier, Monsieur le Président, et à saluer votre engagement, votre contribution à ce rayonnement auquel je faisais allusion, ainsi, si vous me le permettez, que tous ceux qui ont contribué à ce que cette
réunion, ce meeting, entre guillemets, se passe bien. Réunion qui est singulière à un double titre. D'abord, après le report de l'édition de 2020, elle marque pour nous tous un retour à la normale et nous espérons bientôt tourner la page de cet épisode sanitaire grave qui a provoqué des répercussions économiques sur lesquelles je vais me pencher quelques instants, qui a été d'ailleurs, si on réfléchit quelques instants, pour le vieux préfet que je suis, l'occasion pour l'administration française, une chose est les industriels, une chose est l'importance de cette région, de la main-d'œuvre, des investisseurs et leur capacité à créer des emplois, leur capacité à dégager de la valeur, à assembler des véhicules de qualité. Autre chose est aussi la capacité d'une administration, d'un gouvernement et d'une administration à s'adapter aux circonstances pour réinventer une politique industrielle, même si les circonstances étaient particulièrement dures, pour soutenir l'avenir industriel de notre pays. L'avenir industriel de la région Hauts-de-France, j'y reviendrai, l'avenir industriel de la France. Alors, aujourd'hui, si j'évoque devant vous cette adaptation de l'administration française, du gouvernement aux circonstances, ce n'est pas pour en faire la retape ou la publicité, c'est pour aussi dire à ceux qui viennent de loin et que je salue, c'est qu'il y a en France non seulement une main-d'œuvre de qualité, une certaine stabilité, mais il y a aussi, à l'occasion de cette crise, un soutien déterminé du gouvernement à l'économie, un soutien déterminant du gouvernement à l'industrie. Et donc, ce n'est pas pour vous en faire la retape, c'est juste pour dire à ceux qui viennent de loin qu'il y a ici, dans cette région, dans ce pays, un ensemble de facteurs qui jouent de plus en plus en faveur des investissements et en faveur de l'emploi. Pour ceux qui, comme moi, sont attentifs à la politique industrielle et fiscale depuis que je sais lire un manuel d'économie, la baisse des impôts à la production décidée par le gouvernement de Jean Castex, si vous regardez la chronique historique, elle est spectaculaire. Il y a 2 dates dans l'histoire fiscale française récente. Il y a 1986 et il y a 2020-2021. Des baisses des impôts à la production très importantes. Au-delà du rôle de ce gouvernement pour soutenir au moment le plus difficile par différents instruments, comme y compris l'activité partielle de longue durée, il y a eu des baisses très importantes d'impôts à la production. Et puis l'État a attribué dans les Hauts-de-France, plus de 40 millions d'euros de subventions à une cinquantaine de projets d'investissement de modernisation et d'innovation portés par des équipementiers et des sous-traitants, notamment des PME, et représentant un total de 200 millions d'euros d'investissement industriel. C'est-à-dire qu'au-delà du soutien normal, au-delà de la baisse des impôts et de la création de conditions de stabilité et de maintien des savoir-faire, il y a eu du soutien direct permettant la modernisation de l'appareil productif. Et nous avons, ensemble, réinventé, dans le respect des règles européennes et des règles de la concurrence, nous avons ensemble, vous avez par vos projets et l'administration et le gouvernement par ces instruments, tout simplement réinventé une politique industrielle et c'était fondamental, c'était nécessaire. Nous sommes à un moment important, vous le savez mieux que moi, vous qui êtes industriel, nous sommes dans une phase de reprise. Il faut y croire, parce que a été accumulé pendant cette période, et c'est un réflexe normal, que ce soit du fait du décalage de projets d'achat et d'investissement, ou parce que lorsqu'une crise exogène intervient, j'ouvre une parenthèse, une crise économique qui n'a rien à voir avec les filières de production économique. Je m'interrogeais comme préfet de la Seine-Saint-Denis, où j'étais avant, avec le directeur
général d'Aéroports de Paris, il me disait il n'y a pas eu de dérèglement interne de la filière aéronautique, ça nous est tombé dessus de l'extérieur. Ce n'est pas du fait de dysfonctionnement économique, ça nous est tombé dessus. Eh bien, il est normal que lorsque des facteurs extérieurs interviennent, il est normal que la puissance publique vienne soutenir son industrie, son appareil productif, les salariés, leur savoir-faire. Mais je reprends le fil de mon discours, pardonnez-moi s'il est un peu décousu, nous sommes à un moment charnière, une réserve, une épargne de précaution liée au décalage de projets d'achat, liée aussi à la crainte pour l'avenir suscitée par cette pandémie qui nous a sidérés, a provoqué une montée de l'épargne de précaution et on sait bien que cette épargne de précaution elle est à un niveau anormal et qu'à un moment elle va se déverser, se traduire en acte d'achat. Donc ça reprend, ça va reprendre. C'est en train de reprendre, les mécanismes sont à l'œuvre. Mais l'appareil productif va être de ce fait soumis à ce qu'on appelle dans l'aéronautique à du G, c'est-à-dire à une très forte pression. Vous avez enregistré déjà des difficultés dans l'approvisionnement de ce qui est nécessaire à la production d'automobiles. Et puis, vous avez aussi des difficultés de recrutement. Et puis, vous avez le temps long, les facteurs structurels, qui fait qu'aujourd'hui, on est en phase de transition démographique, ce qui fait que dans les 10 années qui viennent, beaucoup de vos salariés qui ont un réel savoir-faire, ce qu'on appelle en anglais des skills, vont partir à la retraite. Et donc, pour toutes ces raisons, parce qu'il y a une reprise de cycle qui est à l'œuvre, qui va se traduire par des commandes, mais aussi parce que la transition démographique est à l'œuvre, embaucher des jeunes. Non pas pour faire plaisir au préfet du Nord et au préfet de la région Hauts-de-France qui aura ses petits bâtons en disant « j'ai fait tant d'emplois francs, j'ai fait tant de contrats initiative emploi », c'est très bien aussi, mais pensez à vous et pensez aux jeunes, sous forme d'apprentissage, sous forme d'embauche. Parce que toute une génération va partir à la retraite dans les 10 à 15 années qui viennent. Ce sera un choc plus long, moins violent, moins aigu que du choc que nous avons subi. Mais ça reste quand même un choc sur 10 à 15 ans qui est le départ d'une classe d'âge qui a contribué à la prospérité du secteur automobile, des savoir-faire. On ne s'improvise pas, et vous le savez mieux que moi, on ne s'improvise pas salarié qualifié d'un équipementier automobile comme ça. Quand on travaille sur un poste dans une usine de décolletage, dans la vallée de l'Arve ou dans la région Hauts-de-France, quand on fait de la mécatronique, avec en plus la révolution que vous subissez ou que vous organisez, qui est celle de l'électromobilité, ça ne s'improvise pas. Et donc il faut préparer l'avenir. Et donc considérer que tout acte d'embauche d'un jeune est fondamentalement un acte d'investissement, via l'apprentissage, via les contrats, initiatives, emplois. Saisissez cette chance. Il y a actuellement, regardez-les bien, des dispositifs qui vous permettent de solvabiliser l'embauche d'un jeune via les aides à l'apprentissage, via ce que l'on appelle le contrat initiative emploi, CIE. Je demande à tous ceux qui travaillent dans la région Hauts-de-France de se pencher sur ce dispositif qui garantit le maintien dans le temps d'un savoir-faire, qui permet de se pencher sur cette génération de jeunes qui a tant souffert de la crise, lui tendre la main, mais pour vous, préparer l'avenir. Parce que les salariés de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut les former. Et si en plus, les pouvoirs publics, l'État, le gouvernement vous propose des mécanismes simples, contrat initiative emploi, de solvabilisation, sur un CIE, vous avez un reste à charge mensuel de 824 € pour un contrat à temps plein au SMIC. 824 €. Pour préparer l'avenir, ça mérite que l'on s'y penche. Je ne fais pas partie de ces préfets qui considèrent à la fin
voilà, dans le département du Nord, dans la région de France, il y a tant de contrats initiatives emploi, c'est-à-dire des soutiens au secteur marchand pour embaucher des jeunes. À chaque fois qu'il y a un CIE, je me dis, voilà un entrepreneur qui prépare l'avenir. Vous avez aussi les emplois francs qui permettent d'être là aussi solvabilisés dès lors que vous embauchez un jeune qui est dans les cités. Et si j'ai été préfet de Haute-Savoie et si je suis aujourd'hui préfet du Nord de la région de France, j'ai aussi été préfet de la Seine-Saint-Denis. Et l'un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est d'embaucher les jeunes de ces cités qui prépareront l'avenir, leur tendre la main, les mettre dans l'appareil productif, leur apprendre les aptitudes qui permettront de participer à la prospérité dont vous êtes des acteurs. Alors, bienvenue dans les Hauts-de-France. Bienvenue dans cette réunion qui vous permettra de réfléchir ensemble à l'attractivité fondamentale de ce département du Nord et de la région Hauts-de-France, où il fait bon travailler, il fait bon habiter. Des investissements très importants vont permettre, dans les années qui viennent, de consolider cette prospérité. Réfléchissez bien ensemble, travaillez bien ensemble, soyez le plus accueillant possible avec ceux qui viennent de loin. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet Georges-François Leclerc. C'était pour beaucoup d'entre nous une première rencontre, Monsieur le Préfet. On était ravis vraiment de vous recevoir ici à l'occasion du FIL 2021. Sans plus attendre, je vais laisser Rodolphe Delaunay, le président de l'ARIA Hauts-de-France, vous accueillir également et ouvrir officiellement cette édition 2021 du FIL. C'est à vous, Rodolphe. Merci, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants du monde économique, chers partenaires du FIL, chers collègues, chers amis. C'est avec une grande fierté et un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour la 4e édition du FIL. Je suis ravi que nous puissions toutes et tous nous retrouver pour un événement qui, au fil des éditions, est devenu un rendez-vous incontournable pour les industriels de l'automobile. Avec une édition Green, le FIL devient l'un des premiers événements automobiles européens dédiés à la transition écologique et énergétique de l'industrie automobile. Depuis maintenant plusieurs mois, notre filière a été impactée par plusieurs événements, plusieurs crises. En mars 2020, nous avons été placés sous confinement et l'arrêt de nos usines est alors inévitable avec un arrêt complet de toute l'industrie. Après plusieurs semaines d'arrêt, nous avons dû faire preuve d'agilité, de réactivité, de pédagogie et parfois d'empathie pour assurer le redémarrage. La pénurie des semi-conducteurs impacte fortement notre secteur d'activité. Ce contexte difficile affecte beaucoup d'entre vous. La filière, la PFA, l'ARIA et bon nombre d'acteurs travaillent ensemble pour avoir une meilleure visibilité sur la situation des mois à venir. Je laisse M. Gillier intervenir du cabinet IHS, nous éclairer plus en détail sur cette pénurie. Les normes évoluent et notre secteur doit s'y adapter. L'industrie automobile va évoluer davantage dans les 10 prochaines années qu'elle n'a évolué au cours de ces 50 dernières. Le monde bouge et les constructeurs automobiles vont devenir des créateurs de mobilité. Quelle sera la chaîne de traction de demain? L'électrification des véhicules est amorcée et l'électricité est déjà au cœur de nos véhicules sous différentes formes, connectés, partagés, autonomes. Il y a certes l'électrique, mais il y a aussi l'hybride, et demain, il y aura l'hydrogène. La réduction des émissions de CO2 ne peut pas juste s'arrêter au périmètre de l'automobile. Elle concerne toutes les mobilités, que ce soit l'aéronautique,
les transports en commun, les transports routiers. Nous devons travailler tous ensemble dans ce même but. Nous devons également renforcer la compétitivité de l'ensemble des acteurs de la filière. L'ARIA doit être en capacité de soutenir les acteurs de la filière régionale, les accompagner au mieux dans l'amélioration de leur outil de production. Un des grands chantiers majeurs est la réduction des coûts fixes, renforcer les groupements d'employeurs, favoriser les groupements d'achats pour les achats indirects, optimiser la supply chain, puis, dans un second temps, relocaliser les productions pour réduire notre empreinte carbone, mais aussi notre dépendance à d'autres acteurs mondiaux. Également, de nouveaux métiers vont apparaître. Il faut dès maintenant les anticiper. L'ARIA, l'UIMM, le Technopôle Transarlé, les équipementiers, les constructeurs travaillent à la mise en place d'un outil commun et partagé. L'une des pistes est la création d'une usine école qui permettra, en plus d'être un outil de formation, d'accueillir nos jeunes au métier de l'industrie automobile. Des parcours seront proposés dès le stage de découverte de la 3e jusqu'au niveau Bac+5 et formation continue dans le but de les acculturer. C'est autant de problématiques auxquelles nous essaierons de répondre durant cette 4e édition du FIL. Je profite également de ce moment pour saluer le travail de l'ensemble des équipes de l'ARIA et des membres du conseil d'administration qui font un travail remarquable au quotidien. Un grand merci également aux partenaires de cette 4e édition pour leur soutien sans faille. Ce fil est le fruit d'un travail collectif depuis plusieurs mois pour vous proposer 2 jours de conférences, ateliers, tables rondes, avec des intervenants de haut niveau, intervenants que je souhaite d'ores et déjà remercier d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation et qui vont contribuer au développement de notre filière. Je souhaite conclure en vous affirmant que l'ARIA des Hauts-de-France continuera d'accompagner les industriels de la région et continuera de faire rayonner l'industrie automobile régionale auprès des instances locales, nationales et internationales, afin que nous restions la première région automobile de France. Bon fil à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'ARIA, cher Rodolphe. Merci pour ce mot d'accueil. Alors, vous l'avez dit, Rodolphe, le FIL, c'est véritablement un travail d'équipe. Il y a une vraie team FIL. Et je vais inviter d'ailleurs 2 grands joueurs qui ont contribué largement dans cette belle équipe. Ça leur met la pression, hein, 2 grands joueurs, Frédéric Motte et Mathias Povs. Je ne sais pas s'ils sont en tenue. Venez, messieurs. Ils sont en civil. Mais ce sont 2 grands joueurs de notre belle équipe FIL. Installez-vous tous les 2. Bah, vous pouvez, oui, rapprochez-vous. Hein, on va... Non, avec le Covid, non, mais ça va. J'ai mon pass, tout va bien. Je suis vaccinée comme beaucoup de gens. Bonjour à tous les 2, merci. Merci d'être avec nous. Bonjour Fanny. On va démarrer avec vous, cher Frédéric. Frédéric Motte, vous êtes ici en tant que président, nouveau président de la mission Rêve 3. Rodolphe Delaunay vient de terminer sur cette phrase. La région de France est la première région automobile de France. Il y a une concurrence quand même très forte des autres régions. Et il y a un enjeu, c'est d'être maintenant la première région en France de l'électromobilité. Comment on fait? Alors, si vous me permettez, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous dire un mot sur Rêve 3, parce que c'est un étendard qui veut peut-être dire quelque chose pour les acteurs de notre région, mais peut-être moins pour les autres. Rêve 3, c'est l'ambition de toute une région d'être en mouvement sur les enjeux de la décarbonation. Nous avons 3 transitions, 3 défis à relever. Le premier, c'est cette transition énergétique, ça va être l'un des objets de ces réunions. Le deuxième défi, c'est le défi technologique. On a une accélération des transitions, des mouvements, avec les obligations pour un certain nombre d'entrepreneurs de revoir leur process de production, de distribution. Et puis le troisième défi, il est sociétal,
parce que tout ça entraîne une évolution de notre façon de se loger, de se nourrir, de se déplacer. Et donc c'est autour de ces 3 enjeux, la région veut être un facilitateur, un accompagnateur pour entraîner tous les acteurs. Et j'avais envie d'identifier 4 acteurs. Le premier, ce sont les collectivités, dans leur rôle d'aménagement, d'accueil, sur le logement notamment. Le deuxième sont bien évidemment les entreprises. C'est vous, je disais, comment est-ce que vous intégrez ces enjeux dans vos projets industriels. Le troisième pilier, c'est le monde de l'enseignement. Je pense notamment aussi à celui de la R&D, parce que ça sous-tend évidemment de revoir nos process de formation, les personnels qui sont dans vos usines, mais aussi les jeunes pour demain. C'est toute la R&D en lien avec nos universités. Et le quatrième pilier, ce sont les citoyens. On ne fera pas ça contre nos habitants, contre nos salariés. Il y aura un gros boulot de pédagogie pour leur expliquer, pour les entraîner avec vous, avec nous. Et donc cet étendard Rêve 3 que porte la région, mais maintenant avec tous les acteurs du territoire, eh bien, il s'intègre bien, il est bien en bonne fusion avec l'ambition automobile. Nous sommes la première région automobile parce que vous avez ici, et les acteurs du territoire le savent bien, un écosystème. Un écosystème, c'est que je trouve à la fois la collectivité qui m'accueille et qui m'écoute, je trouve le foncier qui va bien, je trouve les jeunes, je trouve les sous-traitants, je trouve les labos. Tout ça, ça crée un écosystème qui est positif. Aujourd'hui, nous avons toute la chaîne de production et on en dira peut-être un petit mot après. Mais si on est très fort aujourd'hui, évidemment, l'ambition, c'est d'être toujours la première région demain. Quelle est la feuille de route alors pour être cette première région? D'abord, s'appuyer, vous l'avez dit, sur les atouts de notre région, l'intelligence collective, le jouet collectif? Alors, très clairement, je voudrais reprendre l'adage que Xavier Bertrand martèle et qui est la pierre angulaire et la philosophie de notre action. Ce ne sont pas les élus qui créent les emplois, mais ce sont les entreprises. Et donc, nous, notre job, c'est de créer l'écosystème qui va bien pour que vos entreprises puissent se développer, investir, innover et préparer l'avenir. Et donc, on va être à la fois facilitateur, mais on va être aussi accompagnateur. C'est d'être partenaire, évidemment, de ces 2 journées, mais c'est d'accompagner les faiseux. Et les faiseux, c'est l'ARIA, c'est les écosystèmes de Transvallée, ce sont nos labos avec le CRIT, avec le CETIM. Ce sont tous ces acteurs-là qu'il faut faire travailler ensemble. S'il fallait retenir qu'une seule chose, je pense, nonobstant évidemment la grande qualité des acteurs du territoire, mais c'est cette capacité à travailler ensemble. Et aujourd'hui où les mutations s'accélèrent, la force de notre région, c'est justement de travailler ensemble, de mobiliser tous les acteurs. Et donc je disais, on va aussi se projeter sur l'avenir. Je voudrais citer juste un exemple, puisqu'on va le délibérer demain après-midi en plénière du Conseil régional. On va parler de nouvelles mobilités, notamment électriques. Donc c'est tout l'enjeu des batteries. Donc nos gigafactories, donc de se positionner en amont, mais aussi comment est-ce qu'on se positionne en aval. Le recyclage des batteries, c'est bien de produire, d'installer dans les véhicules, mais qu'est-ce qu'on fait de toutes nos batteries? Eh bien, plutôt que s'estimer les sachants et de faire un appel d'offres en disant qui va... Non, la région, elle a lancé un appel à manifestation d'intérêt. On a dit à tous les acteurs, nous, on a envie d'être toujours la région leader. Est-ce que vous avez des idées, des propositions à nous faire? Nous avons 16 acteurs qui ont répondu présent, de tout petites start-up jusqu'à des très grands groupes, qui ont dit oui, cet enjeu du recyclage de la batterie, il nous intéresse. Et donc demain, nous allons déjà en aider 4 premiers. Il y en a 12 qui viennent de la région, 4 hors région, et qui se disent oui, c'est ici que ça se passe. Nous, on va être acteurs de cet écosystème, et donc on va les accompagner. Une terre industrielle historique, mais une terre aussi d'avenir, les Hauts-de-France, et on l'a vu à travers les grands projets qui ont été lancés, notamment les gigafactories que vous allez, parce qu'il y a les gigafactories, il y a tout l'écosystème, on comprend bien Frédéric Motte, à construire autour aujourd'hui, et c'est l'ambition de Rêve 3. Tout à fait, et ça on le fera ensemble. Nous on est là pour vous faciliter la tâche, pour vous accompagner. Voilà, jouer collectif, les partenaires économiques, institutionnels, académiques, et puis bien sûr avec une forte volonté politique, c'est important. Et vous avez cité le président de la région, Xavier Bertrand, qui sera avec nous demain. Je vais laisser la parole maintenant à Mathias Povs, délégué régional EDF Hauts-de-France, le monsieur EDF Hauts-de-France, on peut le dire. On vous connaît comme ça, Mathias. Alors, c'est la première fois qu'EDF est partenaire du fil et vous entrez par la grande porte, Mathias, puisque vous êtes l'ambassadeur de ce fil 2021 et c'est tant mieux parce que ça a largement contribué aussi à la réussite de cette édition. Pourquoi c'était important pour vous cette année ? Alors si j'ose, je vais filer la métaphore du jouet collectif. Frédéric l'a dit, Rodolphe l'a dit en introduction, on est en pleine transition dans l'industrie au sens large dans la région, mais essentiellement aussi dans l'industrie automobile, parce que
On voit bien qu'aujourd'hui, la question de la lutte contre le changement climatique n'est plus est-ce qu'il faut le faire, mais plutôt comment le faire et très vite. Et chacun doit contribuer. Ça a été rappelé dans l'ensemble des mobilités. Le transport représente 30% des émissions de CO2. Donc comment chacun va jouer sa part dans la réduction des gaz à effet de serre. Et notamment, pour reprendre le jeu collectif, EDF travaille sur l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire comment connecter les acteurs. Parce qu'on parle souvent du véhicule électrique ou du véhicule hybride, voire hydrogène dans un second temps, parce qu'il est décarboné dans son usage. Mais si on utilise une énergie électrique qui est produite avec du charbon, comme dans certains pays d'Europe, on n'aura que décalé les émissions de CO2, on ne les aura pas réduites. Donc on souhaite justement s'appuyer en France sur notre mix énergétique qui est 98% décarboné, mix électrique, pardon. C'est historique, avec le parc nucléaire que vous connaissez, l'hydraulique historique avec ces barrages et le développement des énergies renouvelables. L'enjeu maintenant, c'est de connecter l'ensemble des acteurs. Vous parliez d'écosystème, c'est vraiment ça, et les connecter à la fois sur l'usage du véhicule, sur fournir une électricité bas carbone pour utiliser le véhicule électrique et être vertueux dans ses émissions de CO2, mais aussi en amont, c'est-à-dire que les constructeurs s'intéressent à l'ensemble du cycle de vie, et tu le disais Frédéric très justement, c'est comment on construit, comment on recycle, et donc adresser la question industrielle de production des véhicules. On a ici dans la région travaillé depuis plusieurs années maintenant avec Toyota sur un partenariat qui a été historique, initié avec Didier Leroy qui sera avec nous demain. C'était comment concourir au challenge de Toyota de faire une usine sans émissions de CO2 en 2050 et d'adresser de manière globale l'aspect industriel pour réduire les émissions dans la fabrication et ensuite, bien sûr, avoir des véhicules de plus en plus propres dans leurs usages. Donc on voit un enjeu à la fois industriel de production sur les véhicules, un enjeu d'utilisation sur, on va dire, un peu de technique sur la mobilité électrique, et ensuite un enjeu d'usage, et tu l'as dit, on aura un vrai développement et un vrai développement de la mobilité propre dans l'ensemble de ces fonctions par l'usage. Et donc, avec notre filiale Easyvia, on cherche à développer des services de recharge de véhicules électriques, à la fois techniques, mais aussi avoir un pass qui permet tout simplement, quand on est avec utilisateur du pass Easyvia, pouvoir se recharger de manière non différenciée sur différentes bornes qui sont mises à disposition pour pouvoir justement utiliser cette mobilité dans ses nouveaux usages décarbonés. Donc voilà, pour tous ces enjeux, on a vraiment un enjeu de société de contribuer à cette lutte du changement climatique et dans toutes ces dimensions du groupe EDF, de l'aspect industriel jusqu'à l'aspect usage pour ses clients. Donc c'est ça, c'est vraiment, vous l'avez dit Mathias, et on va en parler tout au long de cette édition, un enjeu majeur de fourniture d'électricité, une électricité propre, bien sûr, dans cette électromobilité, l'enjeu des bornes de recharge, un réseau qui est encore, on le verra, trop peu développé. Donc voilà, il y a une vraie ambition du groupe EDF sur ce sujet. Et puis la question de la charge, c'est la fameuse smart charging, on en parlera, et de son impact sur le réseau. Il y a beaucoup encore, il y a du chemin encore à faire. Alors le smart charging, c'est un vrai enjeu parce que quand on a le développement que l'on va avoir en nombre de véhicules, vous vous doutez bien que ça va faire des appels de courant et des appels d'énergie sur l'ensemble des réseaux. Il y a un vrai enjeu d'intégration. On parlait d'usage. Un véhicule, c'est 95% du temps inutilisé. Par contre, quand il doit être utilisé, il faut qu'il soit disponible. C'est comment on ajoute et on croise le numérique et l'énergie. Là encore, on connecte les différents écosystèmes pour qu'on puisse utiliser au mieux ces véhicules pour entre guillemets, les utiliser en mobilité, mais aussi qu'ils puissent restituer au réseau, quand il y a de l'énergie qui est stockée dans les batteries, autant de véhicules, c'est autant de moyens de restituer au moment de pointe et en les gérant de manière intelligemment. On parle de V2G, véhicule to grid, pour pouvoir piloter ces moyens-là et éviter de démarrer des moyens, on va dire marginaux, pour employer un terme très complexe, qui peuvent nécessiter des démarrages de moyens de production et donc quelque part gérer au mieux la recharge de ces véhicules électriques pour réduire l'impact et l'investissement nécessaire dans leur utilisation. Merci Mathias, on est très heureux qu'EDF soit l'ambassadeur de ce Greenfield 2021. Ça fait sens, c'est vraiment très symbolique. Et il y a cette édition du coup qui est Greenfield 2021 et qui fait du fil le premier événement européen dédié aux transitions énergétiques, écologiques, vous l'avez compris, numériques, bien sûr c'est lié, on en parle aussi dans REV 3. Et puis il y a toute cette question des transitions, des compétences qu'on abordera aussi cet après-midi lors d'un atelier. Frédéric, un petit mot pour conclure? Je voulais juste rajouter un petit mot de méthode. On parlait d'un écosystème dans notre région. Je suis industriel par ailleurs, je sais combien la compétition économique est dure,
elle est parfois violente, exigeante, mais je voudrais lancer un appel à tous les acteurs de la région. Continuons à se respecter et à travailler ensemble. C'est comme ça que nous serons plus forts. Je sais que la compétition va être dure, ces transitions vont être complexes, mais faisons tous un effort pour continuer à travailler ensemble. Nous serons encore plus forts et on pourra gagner. Merci d'avance pour votre engagement. Merci beaucoup à tous les deux. Frédéric Motte, président de la mission REV 3, Mathias Povs, qu'on peut applaudir également, représentant délégué EDF dans la région Hauts-de-France. Et c'est vraiment cette idée, hein, c'est l'état d'esprit du fil, une grande famille. Il y a la concurrence, mais vous le verrez, on est ensemble. C'est la famille de l'automobile ici au fil de